Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 134 de la saison 5. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Devenir parent solo, par choix ou par défaut, revêt une réalité souvent tue. Pourtant, près de 2 millions de familles monoparentales composent le paysage français en 2023. Il y a un vrai changement dans la façon de faire famille aujourd'hui. Shane Love est la fondatrice du podcast Le Tourbillon. Il y a quelques mois, elle a créé un autre podcast appelé Hello Solos, un podcast qui met en avant les histoires de ses parents qui naviguent seuls à travers la parentalité. Shane vient aussi de sortir un livre dédié aux mères célibataires, un ouvrage très pratique et passionnant qui retrace l'histoire des mères célibataires malmenées depuis la nuit des temps. Il faut savoir que même aujourd'hui, en 2023, dans 84% des cas, les enfants résident principalement avec leur mère. Shane se bat pour une meilleure reconnaissance des mères qui subissent de plein fouet la vie seule avec des enfants. Elle a d'ailleurs récemment rencontré des députés pour porter haut son message. Dans cet épisode, Shane raconte son parcours perso de maman solo, depuis la naissance, des forces, mais aussi des difficultés qu'elle rencontre. C'est un épisode bonbon avec plein de tips à prendre. Merci à Shane de s'être livrée de cette façon. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Shane. Salut Clémentine. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. D'avoir dégagé du temps dans ton emploi du temps pour m'accueillir. Je suis en retard, je précise, parce que j'aime pas être en retard, c'est pas bien. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire à toi ? Comment t'es devenue maman et ce qui s'est passé à cette époque ? Ouais, bah écoute, moi je suis devenue maman par surprise. C'était pas prévu du tout. Et j'ai découvert ma grossesse un soir où je devais sortir avec des amis. Donc ça s'est fini en fait. D'abord j'ai fait un test chez moi, j'étais avec une amie. Et évidemment la barre était ni rose ni blanche quoi. Voilà. Donc je ne savais pas trop. J'ai envoyé la photo à une amie pharmacienne qui m'a dit je pense qu'on est bon là. Donc bon, tant que j'étais pas sûre, du coup, j'étais pas encore, je suis pas de nature à trop stresser, mais bon, je me disais que c'était encore possible que je sois pas enceinte, et donc ça a fini dans ce bar avec des potes, avec un autre test digital cette fois pour être plus sûre, et ça s'est affiché 3 semaines plus. Et donc voilà, ce soir-là, dans ce bar où j'allais tout le temps avec mes potes, j'ai su que j'attendais un petit chou. Et t'avais quel âge ? J'avais 32. Et par surprise, parce que oui, t'avais pas prévu d'être un jour maman ou quand même si ? Écoute, j'y réfléchissais pas vraiment. Moi, c'est plutôt tout au feeling. Tout ce qui arrive. Je prévois pas trop les choses. Je sais pas pourquoi j'ai cette mentalité-là, mais j'envisageais potentiellement de devenir mère, mais c'était pas un projet de vie depuis toujours. Et à ce moment-là, tu te dis, non, c'est mort, ou tu te dis tout de suite, advienne ce que pourra, et s'il est là, il est là. Écoute, je me dis, on va aller boire un coup, déjà. Je ne recommande pas du tout. Et après, oui, il y a eu
je savais assez vite qu'évidemment, j'étais déjà maman et que avec cette annonce, c'était quasi sûr que je continue l'aventure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Donc... Mais du coup, ça s'est posé tout de suite de dire je vais être maman solo ou parce que tu as envisagé de dire au papa d'être... Ouais, je lui ai dit, bien sûr. Ouais. Je l'ai dit au papa. Donc voilà, ça a été des discussions. Ça n'a pas été fluide dès le début. Et puis, petit à petit, il s'est dit qu'il ferait partie de l'aventure aussi, à sa façon. Et voilà, mais bon, ma grossesse, je l'ai quand même vécue toute seule depuis le début. Mais il est venu à l'accouchement, par exemple. Et il voit son fils régulièrement depuis. Mais toi, tu t'es tout de suite dit, oui, être maman solo, pourquoi pas? Ouais. Moi, j'ai pas eu peur, en fait. Je me suis dit, allez, let's go, de toute façon. Et c'est surtout quand je l'ai vu à l'écho. Moi, j'ai découvert ma grossesse à 2 mois et demi, à peu près. Quand je suis allée faire la première échographie, je m'attendais à voir un petit poids à l'écran. Et en fait, j'ai vu mon bébé. Donc ouais, tout de suite, je me suis sentie les épaules pour y aller. Et en fait, j'ai pas laissé de place à la réflexion, en tout cas, sur le fait de devenir mère et d'assurer ou pas pour cet enfant. Je savais direct que, allez, on allait y aller, on verrait ensemble comment ça allait se passer, mais qu'on était déjà une équipe, en fait. Ouais, donc ça t'a pas du tout impressionné de te dire... je vais jamais y arriver, seul c'est pas possible, même si le papa il participe comme il participe, mais mine de rien l'équipe c'est toi et ce bébé, donc t'as pas du tout eu de frein finalement. Non, et en plus je ne connaissais absolument rien à la maternité. Je pense que ça m'a pas mal aidé, ouais, complètement. Tu vois, maintenant je suis pas sûre que je ferais les choses pareilles. Ça a été plutôt un avantage d'absolument rien y connaître. Donc j'y suis allée en mode hippie. Je vis ma grossesse, je vis mon accouchement, donc pareil, je me suis pas trop posé de questions. C'était péridurale dans un hôpital à Paris. J'étais suivie par une sage-femme. Je posais pas 10 millions de questions. Voilà, j'y allais vraiment sur ma planche de surf, tranquillement. Et à quel moment t'as eu le plus gros choc, le premier? Quand je l'ai senti bouger. Ah ouais? Ouais. Choc émotionnel, quoi. Ça a été hyper fort parce que quand t'es toute seule, un des points négatifs à ça, c'est que tu partages pas ces moments-là. Donc t'es toute seule. Moi, c'était fou. Hein. Je me souviens, c'était un matin, je me réveille, je sens des petites bulles. Je savais pas trop ce que c'était. Et puis j'ai vite compris que c'était mon bébé. Donc la connexion se fait encore plus puisque là, ça y est, on se sent, quoi. Enfin, moi, je le sens. Et du coup, ça a été un moment hyper émouvant. J'ai pleuré comme une madeleine parce que ça devenait vraiment concret, parce que je me sentais aussi puissante et aussi parce que je ne le partageais pas sur le moment avec quelqu'un qui aurait pu être aussi heureux que moi. Une fois que donc c'est un petit garçon que tu as? Oui. Une fois qu'il naît, est-ce que là, ça se passe tranquillement ou tu prends une claque? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. On est dans un intermédiaire. Je me prends pas une claque. Encore une fois, j'ai aucune info. Donc, je fais comme je le sens. C'est vraiment, encore une fois, du feeling total, impro total. Je suis seule avec mon baby. Je fais des nuits chaotiques, mais je les fais. L'allaitement, c'est n'importe quoi. J'ai les seins, mais comme ça... C'est du béton. Je mets des feuilles de chou parce que ma mère m'avait recommandé. Ça marche bien, franchement. Ça marche. M'avait recommandé ça, donc je suis là, pas glamour du tout, avec mes feuilles de chou. Bon, je fais le taf et pas de panique, non. Je me souviens pas avoir paniqué du tout. Après, je sais pas si c'est un caractère ou quoi, mais non, j'ai pas du tout paniqué. Il a quel âge ton fils maintenant? Il va avoir 8 ans. 8 ans, voilà. 8 ans après, tu as écrit un livre sur le fait d'être maman solo. Ouais. Tu as écrit un podcast. Oui. Dans 2. Il y a Le Tourbillon, mais Hello Solos. Et aujourd'hui, on va parler de ça surtout. Ouais. Pourquoi est-ce que 8 ans après, tu as eu le besoin de créer ça ou de raconter les histoires de maman solo? Alors, en fait, j'en avais déjà enregistré avec Le Tourbillon 2 ou 3 histoires. J'avais mon histoire, évidemment. Et en fait, un jour, je me suis dit, tiens... qu'est-ce qu'il existe en fait pour les mamans solo?
qu'est-ce qu'il existe juste sur Google. Donc, je tape ma recherche. Mère célibataire. Les premières suggestions sont assez démoralisantes. Juste le petit carré qui s'ouvre, tu sais, avec les questions, là. Ouais. Les quelques suggestions. Donc, à fuir, précarité, tout était très dur. Je me dis, bon, entrons quand même dans cette recherche. Et donc là, j'ai tous les articles, tout défile. Et c'est pareil, hyper oppressant, en fait, bien que ce soit une réalité. Alors ça, évidemment. Mais je ne trouve rien à ce moment-là qui rende un peu dynamique aussi, qui montre le côté aussi positif, le côté dynamique de toutes ces femmes. Et je me dis, bon, ok. Je me dis, moi, je suis plutôt à l'aise avec ce statut depuis toujours. J'ai pas de tabou, j'ai jamais eu honte, j'en parle assez facilement. Si demain, il y a une nana qui est un petit peu plus fébrile sur le sujet et qui fait la même recherche que moi, il n'y a rien qui va l'encourager dans son nouveau parcours de maman solo. Ensuite, je vais sur les réseaux sociaux. Pareil, je trouve rien de très dynamique sur le sujet. Et je me dis, je pense que là, il y a clairement quelque chose à faire. Moi, j'ai carrément envie d'en parler. Donc, soir de Saint-Valentin, let's go, je lance le compte Hello Solo sur Instagram. Et assez vite, en fait, les nanas arrivent parce que c'est nouveau, parce que c'est frais, parce que c'est dynamique, parce que elles comprennent qu'elles sont pas seules, alors qu'il y en a des millions en France. Donc, c'est quand même étonnant de se dire qu'on est toutes seules à vivre ça. Un peu plus d'1 mois plus tard, il y a la maison d'édition Larousse qui me contacte pour en faire un livre. Ils ont découvert le projet. Le compte Instagram. Et voilà, banco, partons sur un projet éditorial. OK. Donc là, c'est complètement fou. Et donc, pendant 1 an, j'ai écrit ce livre. Ça m'a mis 1 an parce qu'au départ, en fait, je m'étais un peu emballée, j'écrivais mon histoire. Je me suis dit, je vais écrire faire une partie du livre sur mon histoire et d'autres parties avec des petits conseils, des anecdotes, etc. Et puis, en fait, au bout de 4 mois, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. Mon histoire, c'est mon histoire. Et ce qui est un peu scandaleux, puisque je fais raconter leurs histoires aux autres dans mes podcasts. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir plein d'histoires avec moi sur le côté qui raconte aussi un petit peu ce que j'ai vécu, des avis de professionnels, des conseils, et de rassembler tout ça dans un livre. Et donc, j'ai tout repris à zéro. Et c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps. Oui, parce qu'en fait, des mamans solo, c'est pas seulement comme une histoire comme toi, ça peut avoir plein de facettes et de parcours différents. Ce que j'aime bien dans ton livre, en tout cas au début, c'est que tu fais l'historique, en fait, des mères célibataires dans la société. Ce que ça représente, à quel point ça n'a pas été facile du tout, qu'on est les héritières de ça. Il y a une grosse stigmatisation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi ça t'a intéressé et pourquoi tu as voulu d'abord reprendre leur histoire aux mères célibataires? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ça, reprendre l'histoire des mères célibataires des siècles précédents. La première raison, c'est parce que je me suis dit, comment tout ça a commencé et comment elles l'ont vécu avant. La deuxième raison, c'était pour avoir une petite parade aussi sur mais Shane, pourquoi pas les papas solos ? Parce que les mamans solo ont vraiment une histoire, avec un grand H. Longue, depuis des siècles, où elles ont été complètement maltraitées parce qu'elles étaient mères célibataires, donc c'est-à-dire pas mariées, voire veuves, où on avait un regard aussi un peu particulier sur toutes ces femmes. Étaient mis complètement au banc de la société, exclues de leur famille, virées de leur village. C'était très, très compliqué. Et ensuite, la troisième raison, c'était pour voir aussi quelle avait été l'évolution depuis tout ça, en fait. Comment les choses ont évolué pour les mamans solo. Aujourd'hui, est-ce qu'il reste des choses des siècles précédents ? Spoiler, oui. Et donc, voilà. Étonnant. Donc, on est les héritières de ce patriarcat, mince. Voilà. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans l'historique des mamans solo ? Ce qui m'a plus frappé, c'est le fait qu'elle gérait, encore une fois, tout toute seule, avec en plus vraiment ce côté où elles deviennent plus rien dans la société. C'est vraiment des sous-femmes,
Ouais, elles ont tout raté, elles sont pas du tout dans le cadre, elles sont pas du tout dans ce qu'on appelle la famille parfaite ou en tout cas traditionnelle à l'époque. Elles sont complètement rejetées et elles doivent, pour beaucoup, abandonner leurs enfants aussi pour pouvoir survivre. Enfin, ouais, c'est intense, quoi. Ça a été hyper intense de découvrir tout ça et en même temps, je trouve que ça donne de la force. Je trouve que d'avoir appris justement tout ce passé donne de la force, voilà, pour lutter un peu aujourd'hui encore sur tout ce sujet de la monoparentalité, et surtout pour les femmes. Dans ton livre donc, et dans le podcast, tu as plein d'histoires différentes de femmes célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Est-ce que tu dirais qu'elles ont un point commun quelque part ? Oui, c'est de se retrouver à un moment ou un autre seul avec leurs enfants et à devoir tout gérer. En fait, c'était important pour moi de mettre différents profils. Donc, dans les mamans solo, moi, j'ai mis donc celles qui sont divorcées, séparées, les veuves, celles qui font un bébé par PMA, donc solo par choix, celles qui ont une histoire d'un soir et qui gardent l'enfant de l'amour d'une nuit. Voilà, j'ai voulu rassembler toutes ces femmes, qu'elles soient en garde alternée, qu'elles aient une pension alimentaire, qu'elles en aient pas, enfin, quelle que soit la situation, en fait, c'était hyper important pour moi et ça l'est encore dans le podcast Hello Solos. C'est vraiment d'entendre tous les témoignages parce que, effectivement, chacune a son histoire qui est complètement unique. Chacune a ses problématiques, mais chacune se retrouve aussi dans les problématiques de l'autre. Ça fait toujours écho à un moment ou un autre, quelle que soit l'histoire, parce que t'es quand même seule avec toutes les problématiques sociétales, t'es une femme, et tu dois élever tes enfants seule. Enfin, sans, voilà, la problématique, par exemple, commune, c'est la recherche d'un logement, par exemple. Mmh. Donc, tu te retrouves maman solo, tu dois changer de logement pour X ou Y raison. Comment tu fais ? C'est quasi impossible, en fait, parce que tu n'as qu'un seul salaire. Tu as des couples qui passent devant toi, donc forcément, leurs dossiers seront privilégiés. Ça, c'est une problématique. L'autre problématique, ça va être de courir chaque jour pour aller récupérer son enfant à l'école, tout en étant la même boss en entreprise. Voilà, toujours garder la face, en fait. Il faut tout le temps garder la face de je gère le travail, je gère à la maison devant les enfants, je gère devant le papa si il est encore, s'il est présent pour les gardes partagées. Je gère à l'école, même si j'arrive en retard, c'est coucou, désolée. Enfin voilà, c'est vraiment tout le temps cette pression qui est là et donc je trouve qu'elles se retrouvent toutes là-dedans, quelle que soit leur histoire. Quelque part, tu montres leur force. Ouais. C'est ça. La force et les difficultés. C'est important de montrer les deux parce qu'on parle beaucoup des difficultés. On parle de la force, mais pas forcément, tu vois, pour faire un parallèle avec le passé. Avant, les mamans solo, on les appelait les filles mères. Et aujourd'hui, on les appelle les super-héroïnes. Et en fait, il n'y a pas d'entre-deux, parce qu'on n'est ni l'une ni l'autre. Super-héroïne, non, puisqu'on n'a pas plus de pouvoir que d'autres femmes ou que d'autres hommes sur cette planète. On fait avec les moyens du bord, on s'adapte. Donc ouais, il faut montrer les forces, mais surtout les montrer aux mamans solo pour qu'elles voient à quel point elles gèrent et qu'elles doutent moins de ce qu'elles valent. Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, en 2023, c'est encore tabou de dire qu'on est mère célibataire ou maman solo ? Je pense que ça se démocratise de plus en plus. Comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais eu cette problématique de me dire « Oh là là, qu'est-ce que les gens vont en penser quand même, je suis mal à l'aise. » Pas du tout. Moi, j'ai toujours vécu ça hyper sereinement. Le regard des autres, sur ma famille, en tout cas, je m'en contrefiche. Mais je sais que c'est pas le cas forcément pour tout le monde. Mais je pense que voilà, en faisant ça, en en parlant de plus en plus, en écoutant la vie de toutes ces femmes, forcément, ça va faire qu'un jour, j'espère bientôt, ça devienne une famille comme les autres et qu'il n'y ait pas de tabou à être seule, parce qu'encore une fois, il y en a des millions. Donc, et puis ça ne va pas aller en s'amenuisant, bien au contraire, ça va ne faire que grandir, vu tous les divorces qu'il y a. Faisons entrer ce nouveau schéma, enfin ce nouveau qui n'est pas nouveau, mais ce schéma familial qui vaut autant qu'un couple avec 2 enfants, et la maison et le petit chien, et voilà. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte d'être maman célibataire ? Même si toi, pour le coup, t'as jamais connu ce que c'est
de vivre... Il n'y a pas eu avant-après. Ouais, non. Donc, c'est ta normalité. Oui, complètement. Donc, raconte-nous ce que c'est ta normalité. Ma normalité, c'est de faire ce que je veux quand je veux. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et ouais, c'est de prendre toutes les décisions avec mon fils. C'est aussi avoir une charge mentale décuplée, énorme. Mais c'est d'avoir vraiment géré ma maternité avec mon ressenti à moi, encore une fois sans aucune info, donc c'était vraiment du pur Shane, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, je m'en excuse. Non, t'inquiète. À quoi ça ressemble ta normalité? Parce que oui. Elle est différente de quelqu'un qui a construit une famille et qui se sépare. Parce qu'il y a un avant-après. Ouais. Toi, tu l'as construit au fur et à mesure. Ouais, je l'ai construit au fur et à mesure. Ma normalité, j'en sais rien en fait. Non, mais par exemple, tu vois, je pensais, tu dis que le papa de ton fils, il s'en occupe. Et quand tu as des moments de pause, ouais. Et donc que tu n'as pas ton fils, est-ce que c'est très bizarre d'un coup de te retrouver seule? Comment tu le vis? Bah oui, parce que moi, ça a été super tôt en plus. Donc, je l'ai pas très bien vécu au début. Tu dois te séparer de ton enfant. C'est très, très compliqué. Il faut bien voir la différence entre le fait de souffler parce que tu déposes ton bébé chez les grands-parents, un choix, et de laisser ton bébé parce que tu es séparé et donc c'est complètement subi, même si là, c'est l'ambivalence totale. Évidemment que tu as besoin de souffler, tu rêves que de ça, mais quand ça arrive et que tu n'as pas ton bébé, c'est très violent en fait. Moi, ça a été très compliqué. Évidemment, le temps fait toujours les choses, donc... on s'habitue à ces changements, mais du coup, il faut... c'est assez étrange parce que tu vas être une journée maman, 100% maman, avec ton enfant, et ensuite, il va aller chez son papa. Donc là, tu peux switcher en femme célibataire, et puis après, il revient, et donc tu dois te remettre dans... la maternité pure à 100%, donc tu switches tout le temps en fait de personnage. Ça, c'est un peu étrange. Oui, il n'y a pas de continuité en fait. Non, ouais, ça coupe tout le temps et tu switches à chaque fois. Est-ce que tu t'es, sur les 8 années où, depuis que tu es devenue maman, est-ce que tu t'es rapprochée d'autres femmes qui vivaient la même situation que toi pour échanger sur vos problématiques ou pas du tout et du coup tu étais seule dans tes choix? Ouais, c'est marrant parce que pas du tout. J'ai pas du tout échangé sur ces problématiques, sauf celles que j'avais rencontrées pour le podcast. Oui, donc trois femmes, quoi. 3 femmes. Ouais. Mais j'ai pas fait la démarche du tout. Hein. Moi, c'est normal, en fait, pour moi. Donc, je me suis pas rapprochée d'autres mamans solo. Mais j'ai voulu, tu vois, créer après ce qui fait qu'elles puissent toutes se rapprocher entre elles. Ce qui t'a manqué à toi, alors, peut-être? Certainement, bah oui. Ouais. Ils sont construits pour les autres, généralement, à la base. Mais donc, aujourd'hui, 8 ans après, tu ressens plus ce besoin-là de pouvoir échanger avec des femmes qui vivent exactement ta situation? Ah bah si, justement, tu vois, le livre, tout ça, je pense que vraiment, là, d'un coup, t'as ouvert... Tu vois, toute cette recherche où j'ai vu qu'il y avait rien m'a fait me dire que peut-être, moi aussi, j'avais besoin d'échanger sur tous ces sujets, parce que ça donne de la force, forcément, et de savoir qu'on est comprise, peu importe le sujet, mais qu'on est 100% comprise, c'est pas du tout la même chose que quand tu vas parler à une amie qui vit pas du tout ça, même si elle est là et c'est ton amie, elle comprendra jamais en fait ce que vraiment tu vis dans tes tripes. Donc oui, rassembler des femmes, et ça me fait du bien à moi et ça leur fait du bien à elles. Quand tu as écrit ce livre, tu le dis que tu as sollicité l'avis de professionnels. Et c'est vraiment des questions touchy dans le sens où vient au centre du débat le bien-être de l'enfant. Ouais. Est-ce que toi, tu as appris des choses a posteriori puisque tu dis que tu l'as fait en mode j'y vais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que aujourd'hui, on sait qu'il y a des études sur les enfants avec des mamans célibataires, avec des parents divorcés et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu as appris et qui t'a aidé? Je crois qu'on apprend tous les jours, en fait. Hein. Donc, même si j'avais aucune info en amont, les infos, là, je peux faire un livre à moi toute seule sur tout ce que moi, j'ai vécu en tant que mère sur toute ma maternité. Donc, j'apprends tous les jours, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Oui, j'ai appris qu'il ne fallait pas hésiter à consulter un pédopsie, si besoin. Mais ça, peu importe la situation des parents, c'est pas du tout le sujet. Mais je trouve que c'est déculpabilisant de le savoir parce que les gens n'osent pas forcément.
Tu rencontres plein, même des toutes petites problématiques. Ça peut être vite réglé, en fait, en allant voir un ou une professionnelle, donc pédopsie. Ça, j'ai appris ça pendant mon parcours. Est-ce que ton fils, il pose des questions sur votre configuration familiale ? Bon, j'imagine il a 8 ans. Et comment tu lui as raconté son histoire ? Alors, il pose pas tant de questions parce que lui aussi, c'est sa normalité. Donc ça change vraiment tout. C'est plus ses amis qui vont lui poser des questions. Bien que, encore une fois, le nombre de parents séparés augmente. Donc lui aussi, dans ses copains, il y en a. Donc ça devient beaucoup plus normal pour les enfants. Il y a eu des questions. Alors en plus, elles sortent toujours au moment où tu t'y attends le moins. J'ai pas encore raconté son histoire. Il n'y a pas encore eu, non. C'est ce moment où je lui raconte comment je vais lui raconter. Voilà, ça encore, non, ça je sais pas encore exactement. Mais quand il me pose des questions, je lui réponds. Mais ouais, il n'y a pas eu une grosse demande sur pourquoi j'ai 2 maisons, pourquoi. C'est très naturel pour lui, tout ça. Donc, tant mieux. Est-ce que tu fais des choses avec son papa à tous les 3 ? Est-ce qu'il a eu des moments où vous étiez ensemble à 3 ou vous avez vraiment séparé vos vies ? On fait des choses à 3, on essaye, c'est pas toujours évident, notamment au moment des anniversaires, où on essaye de se faire un petit resto, histoire d'eux. Mais là aussi, c'est pas naturel pour mon fils. Donc je me souviens, une fois, il trouvait ça un peu bizarre qu'on soit ensemble finalement, parce que lui, il connaît pas ça, donc... Après, on en a fait d'autres. Ça dépend des âges, de toute façon, ça évolue. Là, on va le fêter ensemble cette année. Bon, ça dépend des relations, comment elles sont, si elles sont fluides ou pas. C'est un océan, la vie de parents séparés. On navigue. On navigue à vue. Ouais. Pas une grande visibilité au loin. Exactement. Est-ce que tu as la sensation que vous êtes quand même en phase en tant qu'équipe parentale et que vous avez... des points communs sur lesquels vous y arrivez ou c'est encore difficile même 8 ans après ? Je pense qu'il y a une base commune. La première qui est chouette, malgré toutes les tempêtes qu'il y a pu avoir, c'est qu'on se fait confiance. Et heureusement parce que, comme je disais, moi, mon bébé, il était très tôt chez son papa. Il avait quel âge, ton bébé, quand il y allait ? Je sais pas, je dirais 3 mois, même pas. Et donc, voilà, si je lui faisais pas confiance, ça aurait été d'autant plus compliqué. Donc la confiance, ça va être la base, je pense, de notre relation de coparents. Et puis ensuite, on sort les rames et on fait le taf comme on peut, n'est-ce pas ? Tu parlais on mettait beaucoup en avant le fait qu'il y ait des difficultés et pas assez les côtés chouettes. Ouais. Où j'ai entendu que tu disais tu prends des décisions toute seule. C'est quoi aussi l'avantage pour toi d'être maman solo, ou en tout cas, est-ce que ça t'a fait ressortir en toi ? Ça te rend plus forte, clairement. Tu te découvres... Alors, j'ai pas envie de dire pouvoir, parce que sinon, ça viendrait à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, mais des facultés à gérer, en fait, des choses où en fait, tout le monde te dit que tu peux pas gérer. Que c'est waouh, incroyable moi, je pourrais pas. Souvent, on te dit ça, oh là là, mais je sais pas comment tu fais. Moi, je pourrais pas du tout. T'inquiète pas que si t'étais dans la même situation, tu pourrais aussi. Tu ferais. Tu ferais, voilà. Donc, ça te donne quand même une sacrée force. Par rapport à la maternité aussi, c'est prendre toutes ces décisions et voir son enfant grandir, s'élever grâce à ce que nous, on a fait. C'est valorisant aussi, puisque on gère seul l'épanouissement, l'éveil de l'enfant. Donc ouais, il y a tout ça. Ouais, c'est surtout la force que ça donne et un peu de fierté aussi quand même. Ouais, on assure. Ça fait du bien de se le dire. Bah ouais. Qu'est-ce que tu as découvert en écrivant ce livre qui t'a marqué ? Alors, toute la partie du passé, évidemment, c'est que je connaissais pas avant de l'écrire. Mais après, ça va être plus, c'est un peu auto-centré, mais de revenir sur tout ce que moi, j'ai traversé, en fait. Parce que forcément, j'ai repris toute ma vie pour pouvoir composer ce livre. Donc, ça ravive des émotions. On se dit, là, quand même, j'ai parcouru du chemin, ça va mieux. Et ouais, ça, c'était assez fort par rapport à moi et mon vécu.
Et ensuite, c'est les témoignages. C'est tout le temps, moi, quelque chose qui est tellement fort, en fait, que des femmes, à un moment, se soient senties si seules. Et comme moi, je l'ai pu le ressentir aussi, en fait. Mais bon, quand on entend des personnes qu'on ne connaît pas, parce que je les ai eues au téléphone, j'en ai vu pour qu'elles me racontent, qu'elles témoignent. Et cette force et cette résilience qu'il y a, en fait, chez chacune de ces femmes, c'est hyper bouleversant, je trouve. Tu vois, là, à chaque fois que j'enregistre un épisode, je suis tout le temps... Enfin, je ressors à chaque fois en me disant « Mais qu'est-ce que c'est cool, ce projet !» Mais vraiment, tu vois, tous les témoignages qu'on m'envoie, etc., je me dis « Mais là, il y a une communauté mais tellement puissante. Attention !» Attention, elles arrivent, elles sont prêtes. C'est vrai que l'effet de communauté, de voir aussi en miroir quelque part ce que t'as donné qui te revient, c'est hyper agréable. Puis toi, t'es à 8 ans aussi. J'imagine qu'il y a des mamans, elles sont dans le tourbillon du truc, justement, elles sont encore dedans. On sait qu'il y a une stat qui fait très mal aux mères célibataires, c'est qu'on perd 20% plus ou moins de niveau de vie quand on se sépare. Donc c'est pour ça qu'ils se séparent. Qu'est-ce que tu penses que la société pourrait faire pour améliorer les conditions des femmes célibataires ? J'imagine on pourrait dire 1 heure, mais vas-y, dis-moi, est-ce qu'il te vient à l'esprit, sur quoi tu as travaillé ? Tellement de choses. Déjà, alors pour les femmes divorcées, séparées, ou même toutes, en fait, revoir les aides. Et au-delà des aides, c'est revoir ce qui se passe avec les papas. Donc, on va parler à pur financier, la pension alimentaire. Ça, c'est, je trouve, un scandale de dingue parce que au-delà de perdre 20%, c'est qu'en plus elle gère pour la plupart le foyer, donc là c'est plus du tout équilibré. Et ce qui est demandé au papa, c'est 10% en fait du salaire, donc c'est vraiment rien du tout, sachant qu'il y en a beaucoup qui ne donnent pas la pension alimentaire. Donc là ils ont mis en place un nouveau système avec la CAF, mais bon, c'est encore loin d'être parfait. Donc déjà ça, cet équilibre qui n'existe pas du tout, en fait, cette balance qui switch aussi du jour au lendemain entre un niveau de vie où c'est en plus souvent l'homme qui va forcément gagner plus d'argent, donc tu parles des 20%, mais en plus c'est celui qui va payer le moins après une fois qu'il y a séparation, donc c'est quand même hyper étrange. Ensuite, ce dont je parlais tout à l'heure, l'accès au logement, qui devrait être facilité quand tu deviens maman solo, de pouvoir prétendre un appartement qui soit pas forcément un logement social. Parfois, certaines mères peuvent payer aussi un logement, mais c'est juste qu'elles passeront jamais, le dossier ne passera jamais. Être prioritaire, évidemment, pour tout l'accès aux logements sociaux. Les aides aussi de garde qui se terminent à l'âge de 6 ans. Donc là, ils parlent de le prolonger jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais à partir de 6 ans, ton enfant ne sait pas rentrer tout seul, faire la cuisine, faire ses devoirs et aller se mettre au lit le temps que tu rentres du travail. Donc, ça demande de faire appel à une nounou, encore à jongler dans tous les sens. Des coûts financiers qui sont hyper importants. Donc ça aussi, il faut vraiment que ça se mette vite en place, que ce soit rehaussé jusqu'aux 12 ans. La carte aussi, donc ça j'en parle aussi dans le livre, créer une carte de famille monoparentale. Aujourd'hui, il existe une carte de famille nombreuse, ce qui est très chouette. Mais du coup, il n'y a pas du tout de carte pour les familles monoparentales, ce qui n'est pas très juste puisque on paye tout plein pot en fait. Donc t'es toute seule, tu payes tout comme si t'étais en couple. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et tu penses qu'on avance dans le bon chemin ? Il y a une prise de conscience collective parce que justement il y en a de plus en plus de parents séparés et aussi parce qu'il y a eu l'ouverture à la PMA pour les femmes célibataires, ou non, ça reste quand même dans des... C'est super lent. Franchement, c'est extrêmement lent. Hein. Pour l'instant, il cache encore... alors quand je dis « il », c'est politique, mais... on garde ça encore un peu sous le tapis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sous le tapis et que de toute façon, ça va débouler. Donc, autant prendre les choses en main dès maintenant pour que tout aille au mieux pour toutes ces familles qui méritent autant que les autres. Et ça fera une société beaucoup plus apaisée si une famille monoparentale devient une famille comme les autres et pas l'échec total dans la construction de sa vie
c'est vrai, ça apaisera tout. Sortir vraiment de ce conte de fées dont on nous parle depuis qu'on est tout petit, où il est heureux ayant beaucoup d'enfants. On ne sait pas du tout ce qui se passe après. C'est clair. Incroyable ça quand tu y penses. Bah ouais. Comme si la finalité du truc c'était de se marier et d'avoir l'enfant. Voilà. Comme si après tout était facile. Voilà. La difficulté commence en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais on vous en parlera pas parce qu'on voudrait quand même pas que vous sachiez que c'est une arnaque. Exactement. Ou tu vois, même le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il peut y avoir des étapes avant quand même, tu vois. C'est vraiment... désacraliser un petit peu tout ça, ça n'empêche pas d'être amoureux, ça n'empêche pas de vivre plein de choses super, ça n'empêche pas de finir toute sa vie avec la même personne. Mais il faut laisser d'autres chemins possibles pour que celles qui prennent d'autres chemins ne soient pas désemparées et se sentent vraiment les nuls de la vie, quoi. Ouais, les parias de la société qui n'ont pas réussi à atteindre Ouais. l'idéal d'une société qui met en avant la famille hétérosexuelle, hétéronormée. Exactement. Et tu trouves ça drôle que tu t'appelles Love, ton nom de famille? Je trouve ça tellement drôle. Ouais, écoute, comme je te disais, déjà personne ne croit que c'est mon vrai nom, donc j'en profite pour passer un message. Je m'appelle Shane Love. Je m'appelle vraiment Shane Love. Je suis d'origine écossaise. Ce n'est pas un pseudo. Et c'est carrément drôle de porter le nom de l'amour et de parler du célibat. Moi, ça me fait trop rire. Je crois que je dois apporter de l'amour d'une autre manière. Bah, bien sûr. Mais ouais, à toutes ces femmes et à la société. Et si on parle concrètement sur le nom de famille, aujourd'hui, on a le droit, les mères ont le droit de pouvoir donner leur nom de famille à leur enfant. Comment est-ce que toi, ça s'est passé, parce que c'était pas le cas avant? Alors, je m'appelle Love. Est-ce qu'il y a un autre nom plus joli que celui-ci? On est d'accord. Il était hors de question que ce soit pas mon nom. Et puis je l'ai porté, cet enfant, en solo. Donc ouais. Non, il porte mon nom. Et que mon nom. Donc, à l'époque, tu peux le faire dans la condition où c'était toi qui le reconnais en premier, c'est ça? J'ai pas du tout creusé le sujet. Moi, ça s'est fait comme ça, en tout cas. Ok. Donc, juste pour rappel, si vous êtes maman solo et que aujourd'hui vous voulez que votre enfant porte votre nom, vous avez le droit. Ouais. Et une nouvelle loi. Il faut quand même en informer le père si jamais bien sûr, il y a un père. Mais je veux dire, il n'y a plus besoin de faire des démarches qui durent des années et des mois. On va juste en mairie. Ouais. On peut dire merci à Eric Dupond-Moretti qui a été élevé par une mère célibataire. Il ne fait pas que des choses bien, mais au moins ça, c'est bien. Allez, soulignons. Voilà. Et donc, grâce à lui, vous avez le droit... Parce que c'est vrai que c'est aussi la double peine parfois pour les mères. Comme tu dis, elles ont fait tout le taf, elles ont porté le bébé, elles ont élevé le bébé, mais elles n'ont pas le droit d'avoir le nom de famille. Et j'en parle parce que ça pose des problèmes, par exemple, de voyage, simplement de sortie de territoire, on n'a pas le même nom de famille. Il y a plein de petites choses qui peuvent être très embêtantes au quotidien. Puis, quelque part, c'est la fierté de se dire... Oui, puis surtout si le père est démissionnaire, c'est un peu pénible que l'enfant porte son nom, quoi. Et puis on a le droit de mettre les deux, surtout. Et on a le droit de mettre les deux. Voilà. Si on a envie aujourd'hui, on peut combiner les deux si ça se passe bien. Toi, tu as envie de faire la révolution pour les mères célibataires, quelque part? Je crois. Je crois bien, ouais. Et ça passerait par quoi? Ça passerait par quoi? Déjà, d'entendre leurs histoires, je pense que c'est le début de quelque chose, parce que on n'entend pas, en fait... toutes leurs histoires, on lit des choses, c'est souvent comme les premiers articles que j'ai vus défiler sur Google, mais on les voit pas comme c'est toujours le même sujet, comme une famille viable, comme une famille solide, stable. C'est toujours oui, mais le bien-être de l'enfant, oui, mais et enfin il y a tout ça qui se pose évidemment comme question, mais on dit aussi souvent un couple qui se déchire. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Chiant aussi, en fait. Donc, même les études, elles montrent, ça laisse plus de traces un couple parental conflictuel que deux parents séparés qui s'entendent bien. Ouais. Donc là, pour le coup, les études, elles sont claires sur le bien-être de l'enfant. Et t'as pas aussi cette sensation qu'on te fait peser En gros, les gens seront soulagés le jour où tu trouves quelqu'un... Ah ouais, alors le célibat. Alors là, on reste sur le en célibat. plus, bien sûr. On attend de toi quand même que tu... il faut se recaser. Voilà, il faut sinon t'es toujours pas... sinon ça va pas. Sinon ça va pas. L'équilibre n'est pas là du tout.
Ouais, bien sûr. Et tu vois, dans mon quartier, quand je me baladais avec mon fils en poussette, t'avais toutes les manifs contre la PMA, justement, le mariage pour tous, etc. Et donc, je voyais parfois sur le sol un enfant égal un papa et une maman. Et tu vois, même si je suis pas du tout concernée par l'homosexualité, et voilà, mais j'étais concernée par cette phrase, en fait. Au moment où je la lisais, je me disais, ouais, fais chier. Enfin, j'avais pas envie de lire ça ce matin. Et non, les gars, moi, ma famille, ça va très bien se passer. Donc, je sais plus ce qu'on disait. Je me suis égarée. Faire la révolution. Le célibat. Et le oui. célibat. Le fait qu'on Ouais. on faut te caser pour que aux yeux de la société, tu correspondes à l'image qu'on attend d'une femme. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Toi, qui tu est des cumules les enfants. deux. Ouais. C'est-à-dire que tu es célibataire. Tout en m'appelant Love. Et tu as un enfant toute seule. Et t'as pas voulu te recaser et composer ce... Bah ça fait bizarre aux gens. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que tu peux pas être heureuse si t'es pas casée. Moi, c'est pas du tout ma conception de la vie. C'est déjà d'être heureuse dans ma vie. Et après, si un plus qui débarque, voyons voir ce que ça donne. Les portes sont pas du tout fermées, mais c'est pas un besoin en soi. Je pense qu'il y a plein de manières d'être heureuse dans la vie. Et encore une fois, on a montré un seul schéma qui est celui des contes de fées. Eh ben non, il y en a plusieurs, il y a plusieurs chemins. Et le célibat, c'est pas du tout une tare, peu importe l'âge qu'on a. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un enfant, donc j'ai peut-être moins la pression de la maternité. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont célibataires. Donc là, waouh, c'est la panique, ce que je peux comprendre. Il y a une telle pression. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce regard de « tu serais quand même bien, non, ça te manque pas, tu crois pas que... Bah non. Et toi, dans ton couple qui me vend pas du tout du rêve, tu crois pas que... Tu vois, c'est pareil. Donc voilà, faut rester solide dans ce qu'on ressent au fin fond de soi, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand t'as toutes ces voix qui débarquent pour te dire ce qui est le mieux pour toi. Non, le célibat, c'est très bien. Être en couple, c'est très bien. Avoir des enfants, c'est très bien. Ne pas avoir d'enfants, c'est très bien. Tout est très bien tant qu'on est droit dans ses bottes et qu'on est à l'aise avec ça. Aujourd'hui, après avoir écrit ce livre, après avoir entendu plein de témoignages à ton micro, après avoir vécu 8 ans en tant que maman célibataire, est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner si une maman venait te voir et quelque chose qui est le plus important ou primordial? Ouais, c'est toujours chaud de donner des conseils, mais je pense que après c'est le plus vaste, donc c'est le moins parlant, mais c'est vraiment de se faire confiance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit. On peut rater, c'est pas grave en fait. Tout n'est pas parfait, mais chez personne en fait. Donc ouais, se faire confiance à son instinct, quel qu'il soit, à son feeling. S'informer s'il y a besoin. Tu vois, moi, je me suis jamais informée en amont. En revanche, dès qu'il y a une petite galère, par exemple les crises de Terrible 2, je savais absolument pas ce que c'était. Moi, je vois mon fils qui part en vrille totale. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, tu vois, je me renseignais. Mon enfant de 2 ans et demi pleure, crie, machin. Oui, c'est normal. Vous êtes en pleine phase de Terrible 2. Donc là, je me disais, ok, c'est normal, tu vois. Donc, et après, c'est ma façon de faire, mais il y en a qui préfèrent être assurés en amont et savoir tout de suite. Mais le point commun, ouais, c'est de se faire confiance. Les tempêtes passent, on fait pas tout bien, mais on fait au mieux, et du coup, c'est ce qu'il faut faire, en vrai. La maternité est souvent égale à culpabilité. Est-ce que tu as l'impression que maman solo, c'est décuplé ce sentiment-là? Ouais. Oui, complètement, puisque, en fait, vraiment, on en reviendra tout le temps à ce sujet-là, c'est qu'on n'est pas dans l'image parfaite de la famille, donc forcément, tu culpabilises que ton enfant n'ait pas ses 2 parents ensemble. Tu culpabilises si, justement, il y a un truc qui se passe mal, c'est ta faute, puisque tu es la seule à prendre la décision. Donc, si ça foire, c'est toi. Il n'y a personne pour te dire, non, on avait échangé avant, effectivement, on était d'accord sur le fait de faire ci ou ça.
ça plante. Donc c'est toi. Et puis cette image qu'on te renvoie, donc encore une fois, toujours la même chose, d'avoir échoué, de pas apporter assez de choses, parce que le salaire, ça joue aussi, les finances. Tu peux peut-être pas partir en vacances comme ce que tu faisais avant quand tu étais en couple, ou même si t'étais pas en couple, t'as pas forcément les moyens de faire des choses extravagantes ou exotiques en termes de destination. C'est pas grave en fait. Tu fais avec les moyens du bord. Et la culpabilité, elle peut être sur tous ces plans, de penser ne pas offrir le meilleur à son enfant, puisque on nous dit que le meilleur, c'est pas du tout d'être maman solo. Donc, culpabilité, elle peut être intense. Mais déculpabiliser, je vous jure, vous êtes au top. Est-ce que tu pourrais me donner 5 raisons, à peu près, de lire ton livre? Qu'est-ce qu'on y trouve qui pourra aider les mamans? Eh bien, première raison, si vous n'êtes pas concerné par le sujet, déjà ça pourrait vous en apprendre beaucoup et vous permettre de comprendre ce que vivent vos proches qui sont concernés par ce statut-là. Donc j'insiste vraiment sur le fait que les personnes non concernées devraient aussi lire ce livre, pour tout l'aspect historique aussi qui est sympa. Voilà. Les mamans solo, pour qu'elles se retrouvent dans un livre qui leur parle, qui traite de vraiment tous les sujets, depuis la grossesse jusqu'à... en passant par le travail, la relation coparents, la belle famille, l'ex-belle famille, le tribunal, la justice, prendre soin de soi. Donc vraiment, ça englobe beaucoup de choses, avec des petits conseils. Donc là, ça fait 2. C'est pas beaucoup. La 3e raison, c'est pour les conseils de professionnels qu'on y retrouve, parce que je ne suis pas professionnelle, donc mon conseil, ce serait de lire leurs conseils. Donc il y a une thérapeute, une sage-femme, une doula, une avocate en droit de la famille et une avocate en droit du travail qui donnent de précieux conseils. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce qu'on doit faire au moment où on se retrouve solo. Je pense notamment au fait, est-ce qu'on passe oui ou non devant un juge aux affaires familiales? Quand on s'entend bien, parfois on se dit non, c'est bon, on s'entend bien. Et on comprend en fait qu'on aurait dû y passer au moment où on s'entend plus très bien. Donc ça fait partie des conseils précieux. La 4e chose, c'est parce que moi, j'ai vécu tout ça, dans ce que je raconte, en tout cas, toutes ces étapes. Quand je dis tout ça, c'est pas tout ce qu'il y a dans le livre, mais les différentes étapes, donc depuis le premier jour où j'ai su que j'allais être maman. Donc, vous pouvez piocher en fait en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, à quelle étape vous en êtes. Mais je pense que c'est assez précieux aussi pour celles qui vivent leur grossesse toutes seules, parce qu'il y a plein de choses aussi auxquelles on ne pense pas forcément quand on est en couple, qui pourrait être un questionnement quand on est seul. Par exemple, les photos, par exemple, l'ambivalence des émotions. C'est incroyable ce qui nous arrive, mais on ne partage pas, ce que je te disais en début d'épisode. Voilà, plein de petits conseils aussi pour se rassurer. Et donc, il m'en manque une raison de plus, parce qu'il est trop bien. Ça me va, c'est très bien. J'avais souvent entendu dire ça des parents célibataires qui disaient le plus dur au final, c'est de pas partager les moments de joie avec quelqu'un. Oui. Tiens, regarde, il a marché. C'est ça. Et t'es là, non, il y a personne. Et un autre adulte avec qui partager ce moment-là sur le moment présent. Et c'est vrai que ça, il y a quasiment que les 2 parents ou quelqu'un qui ferait partie du cercle très, très, très proche pour le comprendre. Parce que c'est sûr que nos potes, ils en ont rien à faire. Qu'il a réussi à manger tout seul avec sa cuillère. Oui. Exactement. Sauf que toi, en tant que parent, c'est ouf. C'est dingue. Ça, c'est assez difficile de pas partager ça. Mais au moins, toujours relativiser. Au moins, ce sont des moments qu'on a vécus. Donc, on les enregistre bien fort dans la tête et on sera contente d'en reparler plus tard avec nos enfants et de leur dire ce jour-là où t'as marché, c'était là, t'as fait ci, t'es tombé au bout de 3 secondes sur tes petites fesses, t'es trop mignon. Et c'est aussi précieux. On va terminer sur ça. Ok. Merci beaucoup, Shane. Merci à toi, Clémentine. Merci pour toutes ces anecdotes, ces conseils et donc ton livre, Maman Solo, et ton podcast Hello Solos, à retrouver partout. Merci.
Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. D'ailleurs, d'après Spotify, La Matrescence fait partie des 1% de podcasts dans le monde les plus partagés via WhatsApp notamment, alors un très grand merci. Pour soutenir le podcast, rendez-vous sur Patreon, www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Si vous cherchez un épisode en particulier, ils sont tous sur le site. Rendez-vous donc sur www.lamatrescence.fr. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.